Alors moi je m'appelle Willy Berdeil, donc là j'habite ici chez moi, j'habite à Féline-Minervois, c'est dans l'Hérault. J'habite à 500 mètres de l'Aude. Le Minervois, c'est territoire viticole, territoire profondément campagnard. Et je suis à 20 minutes de Carcassonne, entre Carcassonne et Narbonne on va dire. Voilà. J'ai toujours vécu ici, tout le temps. J'ai 36 ans et je suis cantonnier. Cantonnier, on fait les traces un peu. Ouais. Et passionné de chasse chien courant, bien entendu. Mais pas que. Passionné de nature avant tout. Avant tout. Alors, champignons, on a failli comme pas possible. Au grive, on a failli comme pas possible. Au palom, on a failli comme pas possible. Là, on a monté récemment, l'année dernière, on a monté une palombière avec des collègues, avec des appelants, une chose qui n'est pas commune ici du tout. On a voulu innover. Le savoir-faire qu'on a chez Coran, qui est arrivé un peu du Piémont pyrénéen. Voilà. On a chassé le sanglier, et là j'ai vu des choses, ça m'a donné des idées. Et après, passionné de nature tout simplement, j'ai pêché comme un cabour. Là, les choses ont fait que j'ai trop de chiens, donc j'étais obligé pour pas tout faire à moitié, obligé de limiter les trucs. Mais ouais, je pêchais la truite farine au taux comme un malade. On pêchait le carnassier, on allait au lac à Montbel, à l'Ariège, on pêchait comme des malades. On dormait sur l'île, on passait des fois 3-4 jours à pêcher comme des fous, mais là j'étais obligé de lever le pied. Obligé. La pêche, j'y vais plus trop. Par contre, j'ai gardé les champignons quand même, on y va quand même, on s'y tient. Les palombes à bloc, les palombes pendant un mois, c'est. Mais là, cette année, je me suis donné la règle. Mercredi, samedi, quoi qu'il arrive, il peut passer les palombes que sanglier. Voilà. Mais après, par contre, lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche, palombes à bloc. Enfin, mon grand-père est chasseur à bloc, pêcheur à bloc, c'est lui qui m'a appris à pêcher. Hein. Le premier truc que j'ai pêché, je me souviens, le premier truc que j'ai pêché, mon grand-père. Et du coup, mon père est viticulteur, donc profondément attaché à la terre. Et il est chasseur. Il n'est pas pêcheur, mon père, mais il est chasseur. Pas de grand gibier, mais il est chasseur. Ça veut dire que quand j'étais petit, je le suivais en permanence. Quand j'étais petit, même au mois de septembre, quand les premières grives arrivaient, qu'il restait encore 4 crapillons, parce qu'à l'époque, on vendait jamais ici. On ne vendait pas les machines à vendanger. Ça laissait vachement de raisin sur les souches. On avait des grives, on appelait ça les vendangeuses. Elles arrivaient, on avait les grives qui restaient ici, là, tout le mois de septembre, on se régalait, octobre. Hein. Et ça fait que mon père était devant moi, et moi derrière, je suivais, j'étais tout petit. La passion de la chasse au chien courant, en fait, c'est. Au début, moi, je chassais que le petit gibier, mon père. Moi, je chassais les grives et le lièvre au chien d'arrêt. Bon, le lièvre perdreau. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des perdreaux encore ici. Il y a beaucoup moins maintenant. Et une paire de fois, où on est allé au petit gibier, il y avait un monsieur ici, qui était un musicien, qui s'appelait Jean-Pierre Amène. Il avait 2 bassets griffons mandins. Et lui, il chassait le lapin. Chaque fois que j'étais avec mon père, quand on était au grives ou des trucs comme ça, on t'entendait ces bassets. Parce que on gorgeait les bassets mandins au lapin. Broussailleur terrible, à l'époque il y avait encore 4 lapins. Et moi, je t'entendais ça tout le temps. C'est chiant, ils te menaient ces lapins comme des pecs. J'étais intrigué, terrible. Ça fait qu'il y a même des fois, quand on chassait pas avec mon père, j'allais presque, tu vois, même comme ça à pied, j'allais voir quoi. J'allais voir. Et finalement, tu vois, j'ai jamais demandé à ce qu'ils me prennent, ni rien. Mais déjà là, j'avais trouvé ça hyper vivant quoi. Par rapport au fait de rien que chasser au chien d'arrêt, tu vois, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus vivant quoi. Il y a quand même un spectacle qui se passe. Et là, ça avait commencé, ça je l'ai tout le temps en tête ça. Ces 2 petits bassets vendéens là, je me souviens, ça m'a étafuré, hein. Et après, chasse au sanglier. Hein. Et au sanglier, c'est connement. Au sanglier, si tu veux, à l'époque, nous, on pelait au milieu du village. Aujourd'hui, il y a le local qui a été fait là, en dehors du village, où c'est qu'ils pèlent là-bas, c'est à l'écart, c'est tout neuf, tu vois, il n'y a pas de charme qu'il y avait avant. Et avant, on pelait au milieu du village. Même il y a eu un moment où au village de Tiafini, il y avait 2 équipes. Il y avait 2, sur l'avenue, t'arrivais les samedis, il y avait une équipe portail ouvert, des sangliers pendus. Tu faisais 300 mètres de plus, il y avait l'autre équipe, les sangliers pendus, le portail ouvert. Et en face, il y avait le café. Au café, il y avait du monde en pagaille. Et quand les mecs ils pelaient, les gens, on pelait les sangliers, ou ils se pelaient, parce qu'à cette époque, moi j'étais minot, et ils allaient au café prendre le bien, on appelait à nous. Les gens du café, ils étaient au café, tout en même temps, ils allaient au Pélanou voir, oh, quand même, vous avez tué les sangliers, là. Les gens du village, ils étaient fondus dans la chasse aux sangliers, vraiment. Et là, quand ils chassaient plus ou moins le bas du territoire, pas loin du village, à midi, si tu veux, ils amenaient les sangliers, ils les mettaient à la cave. C'était l'ancienne cave viticole, c'était au frais, quoi, pour les mettre au frais. Ils les laissaient là, à midi, ils repartaient chasser l'après-midi. Et donc, moi, quand j'étais petit, tous les matins de chasse, je partais à fond, c'était toujours ouvert la cave, j'allais à la cave à midi, voir s'ils en avaient amené un, tu vois, tout le temps. Quand ils en tuent un, des fois il y en avait 3. Et le soir, quand ils pelaient, la dernière chose, c'est qu'ils arrivent le soir, et tous les soirs, j'allais là au Péladou. Et c'est là, je crois que je l'ai. Et ça, c'est la rate. Ça, c'est exactement à cette époque. Alors là, je crois que j'ai 5 ou 6 ans. Et ça, c'est le sanglier qui fait 50, c'est en 95, ça. J'avais
J'avais 9 ans. Et ça, c'était exactement à cette époque. Tu vois, c'est la cave. Derrière, t'as encore la cuve. Et là, ça m'a taffuré, quoi. Vraiment, je les voyais. Le soir, ils se racontaient les histoires de chasse. J'étais mis tout le temps avec eux au Péladou. Au bout d'un moment, ça me donne envie d'y aller, quand même. Et coup de cul, un jour, il y a un papy d'ici qui s'appelle Émile Fougas. Il m'a dit, écoute, Willy, si tu veux venir, je te prends. Mais au poste, je crois que c'était même un après-midi. Et je suis là avec lui. Et je crois que ce jour-là, il a dû que, parce qu'il a été maladroit, mais je crois qu'il nous a, au même poste là où on était, coup de chance, un poste pas plus terrible que ça, mais du recul en plus, c'était plutôt la chance. Et il nous en est arrivé 4 ou 5. Et là, le bruit de les avoir entendus, la pression, le bruit, l'adrénaline de les avoir entendus, à partir de ce jour-là, fou complet. Voilà. Et ça, j'étais jeune, hein, 10 ans, par là. 10 ans. Et après, j'ai pu lâcher. Fini. Terminé. Au début, j'ai suivi comme ça, j'avais pas de fusil, rien. Je suivais, il y avait 2 ou 3 collègues qui avaient des meutes, j'allais à Lévinière avec Michel Sicard là au début. J'allais ici avec Angel Marin, enfin on chassait à bloc. J'accompagnais les piqueurs dans le bois, et voilà. Après j'ai eu le permis à 16 ans, voilà, j'ai commencé à... Et pour l'anecdote, j'ai eu le permis le 12 janvier. On le fermait le 30 janvier. J'ai pris le permis pour 15 jours, la première année. Quand j'ai eu le permis, j'ai pris le permis pour 2 week-ends en fait. Et puis le permis, tu vois, maintenant il coûte que 200 € à l'époque, c'était genre... Enfin, c'est mes parents qui me l'avaient payé. Hein. Voilà. Et un des week-ends, je crois que j'en ai fait 4 ou 5 déjà. Le premier jour que je me suis posté légalement, on va dire le truc, j'ai tué 2. Le premier chien, là, j'avais pas le permis de conduire. Mais là, je crois que j'avais 16 ans. Je crois que j'avais 16 ans, l'âge. Et pareil, j'accompagnais Michel Sicard, qui est connu. Michel Sicard, il a des anglo-français blanc et orange. À l'époque, il était réputé, il faisait des brevets de chasse, il avait une équipe de chiens qui tournait vraiment pas mal. Et il organisait les brevets de chasse. Ça aussi, quand même, ça a été, tu vois, les concours, autant ça peut créer de la concurrence entre les propriétaires de chiens, et qui peut être nocive dans la mentalité, dans le fait. Il y a des gens qui refusent d'échanger des chiens avec d'autres de peur qu'il ait les chiens meilleurs pour gagner le concours à sa place. Ça, pour ça, c'est très négatif, et je le condamne fermement. Par contre, c'est une vitrine quand même. Quand tu as un événement, au Montmartre, on organisait à l'époque, Michel Sicard, les brevets, que tu voyais arriver des meutes réputées comme en porcelaine, j'ai vu Sonzoni venir ici, il y a eu la Coupe de France en 2022, c'est là que vraiment j'ai vu les premiers porcelaines chassés de Raymond Frontin, et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, c'est les porcelaines que je veux, et tu vois, c'est les concours, c'est le brevet de chasse qui m'a fait ça, c'était la vitrine. Et au début, chaque fois qu'il y avait les brevets, ça, il y a des gens, ils me le racontent encore souvent quand je les vois. J'avais 14 ans, par là, quand il y avait les brevets, je suivais toutes les maths à mobilette. Toutes les maths, toute la journée à mobilette. Les types, tu sais, sur le 4x4 pour sûr. Hein. Moi, j'avais une mobilette, porte le montant, ouais, je suivais les chiens, les sangliers. Le premier chien, il est là. Alors là, je te le fais voir. C'est lui. C'est à cette époque-là, donc Michel Sicard, on chassait ensemble, il me prenait avec lui au chien, il m'accompagnait, quoi, en gros. Et bon, rapidement, j'ai exprimé le souhait de vouloir un chien, quoi. À mes parents aussi, seulement comme j'étais chez mes parents, ils ont leur mot à dire, quoi. Et puis un beau jour, Michel Sicard, il me l'a amené, il avait 4 ou 5 mois, je sais plus. Ils m'ont fait la surprise, il est arrivé à la maison, il a ouvert le portillon, et, entre guillemets, il m'a escampé le chien dans le jardin. Donc on est tourné la fête accomplie, et voilà, ça a été le premier chien. Si, j'ai toujours été chien, toujours, j'ai toujours voulu des chiens, j'ai toujours voulu, mais j'ai quand même au début, j'ai eu ma période où j'étais un sacré prédateur quand même. Hein. Un sacré prédateur. Au début, quand je chassais, bon ça j'ai eu Rusty, hein. C'était le premier, mais après ça s'est vite enchaîné quand même. Après j'ai eu Pépito, le second c'est lui, Pépito là. Mais ça c'est un gars d'ici qui avait des chiens à l'époque, terrible, chez terrible. Il me l'a vendu, il avait 3 ans, c'est mon grand-père qui me l'avait acheté. Et après rapidement j'ai eu un autre blanc et orange, turbo là. Ça c'est les 3 premiers chiens qu'on fait mes premières années de chasse vraiment au chien courant. Mais à cette époque-là, attention, je ne chassais pas comme maintenant. Là, je pensais honnêtement, je chassais pour prélever, vraiment. Et ça veut dire que j'avais tout le temps, tu vois, la chasse sans armes maintenant, tu l'as vu, chasse sans armes. À l'époque, tu ne m'aurais jamais fait lâcher les chiens sans une arme. Et même qu'il y ait postier autour, quand Turbo, il était carrément fermé aux fermes, s'il se plantait aux fermes, je ne cherchais pas à les faire apporter pour que les mecs les tuent au poste. Hein. J'allais, le premier, rectifier. Et bon, voilà, mais bon, je tournais j'ai passé peut-être les 10 premières saisons à prélever, rien que moi, entre 20 et 30 sangliers. Il y a des gens que je prends sous mon aile. Que je les prends sous mon aile pour essayer justement Bon, déjà, moi, j'ai cette volonté de transmettre, déjà. Ça, c'est la première des choses. Nous, quand il y a des jeunes autour de moi qui me disent « Ah, putain, je démarrais, je voudrais un chien, j'ai pas trop de moyens, viens, tu prends un chenille, tu prends 2 chiens. » Alors déjà, c'est la première chose. Le moindre jeune qui me dit « Oui, peut-être ça te dérange que je t'accompagne en chasse », il vient, il n'y a pas de souci. Et après,
Donc il y a un paquet de jeunes que j'ai équipés autour de là, de partout autour, il y en a des porcelaines un peu de partout, alors qu'avant il n'y en avait pas. C'est des collègues comme Thibaut qui est venu avec nous hier, j'ai rempli les chenilles ici. Et même encore. Sauf que la clé, c'est qu'il y a des gens qui ont la volonté d'apprendre, et qui sont à l'écoute. Il y a des gens qui sont à l'écoute, ils commencent, ils sont à l'écoute. Moi j'en ai vu des jeunes qui m'ont dit, ouais, qui veulent, mais à 16 ans, ils veulent essayer d'apprendre la chasse à tout le monde. Ils n'ont pas du tout la volonté d'apprendre, et ils n'ont pas du tout le recul de se dire, bon voilà, j'aime rien, le mec il a 30 ans de chasse, tu l'écoutes le mec quand il te parle. Si le mec il te dit fais comme ça, tu fais comme ça. Si le type il dit, et à mon avis déjà la clé est là. La clé elle est de vouloir apprendre et d'écouter ceux qui ont l'expérience. Déjà la première chose. Hein. Parce que des jeunes qui croient tout savoir alors qu'ils ont 20 ans et ça fait 2 ans qu'ils chassent, ceux-là ils n'évolueront jamais, c'est sûr, je le vois clairement. Tous les mecs qui ont ce tempérament, ils n'évoluent pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Et les chiens même ils font périr. Tu leur enfiles les bons, un an après tu le vois, ils volent entier. La clé c'est être à l'écoute. C'est comme par exemple moi, même moi, aujourd'hui, même moi, j'ai que 36 ans, j'ai 20 ans de chasse sur les gournères à moi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des gens que je considère comme les dieux de la chasse sur les gournères, tu vois, que j'estime énormément, que pour moi une expérience folle, comme Serge Thomas par exemple. Moi tu sais, je cultive énormément l'homogénéité, lui c'est le pompon de l'homogénéité. Il y en a qui disent, oh, c'est pas rapide, c'est lent, j'en ai rien à foutre, c'est homogène, c'est un plaisir à avoir chassé, et lui il a un charisme fou, il a une expérience folle, mais lui, un mec comme lui, je te garantis que on chat des fois, hein, par Messenger ou au téléphone, ou quand on se voit dans un concours, on discute, je me tais. Je me tais et j'ouvre grand les oreilles. Je me tais, j'ouvre grand les oreilles et j'enregistre tout ce qu'il me dit. Je cherche pas à lui dire, moi j'ai les chiens meilleurs que toi et tout. La volonté, c'est d'être à l'écoute. La clé pour moi, elle est là, déjà. Oui, comme dit Christophe, être meilleur ne s'arrête jamais. Le chien, quand tu es éleveur de chiens, et propriétaire de chiens, surtout au sanglier, c'est quelque chose que tu es obligé de t'imposer et qui sonne bon. Parce que il faut te mettre la barotte. En fait, les chiens que tu as, c'est par rapport au curseur que tu donnes. Moi, je vois des gars ici, ils se contentent d'avoir des chiens qui ne sont pas du tout créanciers, des chiens qui juste sont capables de lancer les sangliers quand toi tu les amènes dessus et quand tu leur arrives dessus. Des chiens qui mènent les sangliers un quart d'heure, qui n'ont pas d'initiative personnelle, pas de passion. Et ils se contentent de ça, ils sont contents avec ça. Il y en a, ils sont contents de ça, ils prennent le plaisir à la chasse. Hein, y a pas... Mais après, c'est un tempérament. Moi, j'ai pas ce tempérament. Moi, on chasse un jour, on pose 15 chiens. On fait la chasse carrément parfaite dans la journée. Il y a un chien qui, dans la journée, sur 10 minutes, je ne sais pas pourquoi, il s'est écarté de la meute, truc, et je soupçonne qu'il y a eu, par exemple, un défaut de créance sur une bêtise, hein, un renard dérobé ou un truc. Le soir, on arrive au Péladou, t'as Thomas et tout, poste de chasse, tous les postés, Moi, toute la soirée, ce chien. Qu'est-ce qu'il a fait ce chien? Qu'est-ce qu'il a fait? Même à me relever. C'est un problème. Hein. C'est un problème parce que tu vois, là, on a fait une chasse magnifique. Le chien, c'est un détail de rien du tout. Et oui, ça me rend fou. Et alors, imagine pas le jour où on fait pas là, où on chasse pas comme il faut. Je chasse pas comme il faut. Là, je vrille. Des fois, il y a même des jours, le lendemain, je reviens à l'endroit de la veille parce que je me dis, il ne faudrait pas qu'on les ait laissés là. Je reprends les chiens, je reviens à l'endroit de la veille et voir si des fois il n'y a pas les gîtes de la veille. Si les chiens me les retrouvent pas sortis, des fois qu'on les ait pas laissés là. Pour te dire tellement ça me travaille. Donc tu es obligé tout le temps, et après moi je pense que dans tout éleveur et avoir des chiens, il faut toujours avoir en tête la meute idéale que tu veux avoir. Et cette meute, de toute façon, personne ne l'a et personne ne l'aura jamais. Moi dans ma tête, j'ai la meute que je rêverais d'avoir. Mais je ne l'aurai jamais. Surtout en chassant le sanglier. Dès que des fois je me dis, purée, là s'il m'arrive rien, là ça commence à devenir vraiment, tu vois, parce que moi en plus je veux des personnes de l'off. Et je veux un certain style de chien. Des chiens légers, des chiens athlétiques et des chiens lot hyper homogène. Ça fait un paquet de choses à mettre en ligne. Moi, cette meute que je vois chasser, j'en rêve la nuit. Je la vois chasser la nuit quand je rêve. Mais cette meute, je l'aurai jamais. Parce qu'à mesure que, au moment, tu dirais que tu t'approches vraiment du truc, tu dis, comment tu commences à cumuler les putains de chasses, t'as les chiens vraiment jolis comme il faut parce que t'as réussi tes portées. Et là, bam, la saison d'après, 3 chiens par terre. Un chien qui te porte toute la génétique, tu te le fais, ça peut être luré, ça peut être... J'ai déjà des chiens, un chien, ça m'est arrivé une seule fois, un retournement d'estomac, bon, t'as peur des chiens. Hein. Et là, et tu repars, allez, vas-y, repars à zéro, refais des chiots, tu te remontes, la portée d'après, elle marche pas trop, il te faut en refaire une, là tu sors d'autres chiens de bons,
Mais c'est un éternel recommencement en fait, et t'as jamais ce que tu veux. Mais la clé pour avancer, pour vouloir s'approcher de la perfection, c'est de vouloir l'atteindre. De vouloir l'atteindre. Voilà. Ça c'est un cahier, tu vois. Tous les jours de chasse quand je rentre, ça c'est... je note. Alors là je note, c'est simple en fait ce que je fais. Je marque la date, je marque le lieu, la commune sur laquelle on a chassé, la météo, tout. Et ensuite, et à la fin, tu vois, je fais comment? Je marque, on a lancé 2 fois, on a attaqué 2 pieds, on a lancé 2 fois, aucun chien blessé, ça je le marque. Les prélèvements, je ne le marquais pas l'année dernière, cette année je commence à le marquer. Et tu vois, en bas comme au rugby, tu vas rigoler, là, je marque talent d'or. Si tu sais, au rugby, il y a le talent d'or à la fin du match. Et s'il y a un chien qui est sorti du lot, mais vraiment quoi, parce qu'à un moment donné, c'est lui qui a. Bon, je marque, talent d'or, Pépito. Mais je marque succinctement, je fais que ça tienne sur une page. Une journée de chasse sur une page. Des fois, t'écris un roman, hein, des fois. Mais bon. Voilà. Alors, des fois, je rentre tellement fatigué le soir, je le fais pas le jour même. Hein. Des fois, je le fais le lendemain. Le lendemain, en déjeunant, là, tac. Et j'écris. J'essaie de pas trop attendre parce que sinon, il y a des petits faits de chasse. Des fois, tu sais que si tu commences à le faire 3 semaines après, t'as 4 ou 6 chasses de retard, tu oublierais des trucs. Donc, je le fais, mais je le fais. Mais ça, attention. Hein, parce que depuis qu'on a marqué, on s'est rendu compte d'un paquet de choses par rapport au stade, même par rapport au territoire. On s'est rendu compte, moi je sais que sur les 2 dernières années, il y a des tenues qui ne marchent plus du tout. Sur le territoire, il y a des tenues, on n'a plus laissé un sanglier, ça fait 2-3 saisons, j'ai tout marqué, de toute façon. Donc ça, on s'aperçoit de plein de choses. Les lieux de lancers et tout, même sur une carte, je suis capable de faire les points de tous les endroits où on a laissé la saison et tout. Donc c'est intéressant quand même d'avoir ça. Très intéressant. Et après, le truc, c'est que je marque les chiens blessés aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un chien blessé, je marque dans quelles circonstances il a été blessé. Pourquoi il a été blessé? Est-ce que c'est dû à une erreur de nous? Est-ce que c'est dû à une blessure? Est-ce que c'est dû à... est-ce qu'on avait posté court et saigné 6-7 prix? Bon, ça arrive jamais nous, mais je marque. Et à la fin, quand même, ça m'a permis énormément d'améliorer ce point-là. Au niveau des chiens blessés, à la fin de la saison, si tu veux, tu as des statistiques. Par exemple, il y a 4-5 ans, j'étais tombé... J'avais fait mes statistiques, des chiens blessés. J'avais tout mis, je ne sais pas si je l'ai là, j'avais fait le condensé, et je m'étais aperçu que par exemple, 80% des blessures qu'on avait eues sur la saison, elles étaient avant le 15 octobre. Alors c'est tout con. C'est des maths, c'est 1 plus 1 égale à 2. Mais en fait, on s'est dit, tout simplement, j'ai dit, oh les gars, si on commence à chasser au mois, c'est con ce que je dis. Donc c'est dû à la chaleur, évidemment. La chaleur, quand il fait les cycles caniculaires, même le matin, des fois, il y a des matins, ça fait plus frais. Mais les sangliers, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas été chassés. Il y a de la bouffe ici, il y a des raisins, mon porc, ils doivent les vendre comme des bonbons. Hein, ils ne veulent pas courir, les sangliers. Donc ça pose certains problèmes. Et du coup, on avait dit, ben, si on arrête de chasser, si on commence à chasser au 1er octobre, on s'était dit, 70% des blessures sur une saison sont éliminées. Donc je leur ai dit, les gars, on commence à chasser le 1er octobre. Et plutôt que d'arrêter fin février, maintenant on a le droit à chasser jusqu'au 31 mars. Eh bien, on mange comme on en mars. On s'enlève le premier mois qui est propice aux blessures et on se garde le mois de mars résolu les blessures. Résolu. Depuis qu'on a fait ça, on attaque au 1er octobre, on laisse tout le monde chasser. Ça fait aller. Hein. Quand t'as les cochons partout, les mecs qui chassent, toi t'es là. Ah, quand t'as les autres, ils veulent chasser, hier ils ont fait ça. Bon. Quand t'es chasseur, des fois, mais. C'est pour la bonne cause. Je dis, ouais, il y a la passion, la raison. Voilà. Avant, il n'y avait que la passion, j'étais pas raisonnable du tout. Je pensais qu'à tanner les sangliers. Il pouvait y avoir les mecs aux potes, je tapais les sangliers quand même. Mais bon, voilà. Il n'y avait pas le respect, tu vois, pas comme maintenant, rien à voir. Et là, tu vois la raison. Bon, c'est ça, le repère à l'époque. À l'époque, il faisait 40 degrés, je te laissais les chiens à 3h l'après-midi. Hein. Tellement qu'on était fou de chasse, c'est fou. Maintenant, on est raisonné. Parce que des journées où c'est que tu te fais foutre 10 chiens par terre, tu vas au vétérinaire. Je veux dire, oh oui, d'accord, moi, il y a des gens qui me disent, ouais, mais le sanglier, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, il y a le risque. Mais j'y vais pas pour ça, la chasse. Moi, une chasse qui se finit comme ça, c'est l'écœurement. Je rentre à la maison, je suis écœuré. Pendant une semaine, j'ai les chiens à soigner. Mais je suis écœuré, c'est pas ça qu'on veut, la chasse. Nous, la chasse, on veut rentrer le soir avec tous les chiens indemnes. Et c'est ça qu'on veut. La journée parfaite, c'est celle-là, en fait. Alors, à la fois, c'est un choix que je regrette pas, et à la fois, c'est une erreur. Ouais, donc, j'ai choisi le porcelaine. Pour plusieurs raisons. Mais déjà, en premier, il y a 2 trucs. C'est que je ne regrette pas du tout le choix, mais ça a pu être une erreur, par contre. De notre côté. J'explique pourquoi, parce que moi, c'était en 2002. Le coup de foudre, c'était en 2002. Coupe de France sur sanglier à Féline-Minervois, remporté par la meute de porcelaine de Raymond Frontin, qui est un ami maintenant, Raymond Frontin. Et
Et donc, moi, j'étais avec ma mobilette, évidemment, bien sûr. Et pourtant, il n'avait pas fait une chasse, tu vois. Mais par contre, je me rappelle une scène de chasse, je l'ai encore en tête, où c'est que les chiens, il y avait les 8 chiens, tu vois, alignés qui menaient par en travers. Et habituellement, on chassait tout le temps avec des chiens foncés, tu vois, ici dans la montagne. Et les chiens, c'est vrai que d'un travers l'autre, tu les vois rarement, quoi. Et là, en chassant avec les porcelaines, c'est incroyable dans la végétation comme on les voyait, quoi. On les voyait dans la végétation, la beauté du spectacle, le fait de les voir, il était x2, quoi, comparé à nous. Déjà, bon, les chiens étaient meilleurs que les nôtres, déjà, premièrement. Mais alors, le fait de les voir, ça ressort dans la végétation terrible quand tu as ce train blanc qui. Je te dirais, le coup de foudre, ça a été juste ça, en fait. Ça a été la visibilité des chiens. La visibilité des chiens. Et maintenant, je râle, même des fois, je vais chasser avec des gens qui ont des Bruno du Jura ou on les voit pas, quoi. Ou avec des forts de Bretagne ou des Nivernais, dans la végétation ici chez nous, d'un penchant à l'autre, on les voit pas. Et c'est chiant de ne pas les voir. Et le premier truc, c'est ça. Et l'erreur, c'est là que je veux te dire, c'est que l'erreur, c'est que j'ai voulu ça, mais j'étais jeune en fait. Et le porcelain a été sélectionné pendant des décennies pour chasser le lièvre. Le lièvre et le lièvre. Point final. Et le problème, c'est que il y en a qui ont excellé. Donc Jean-Marie Sansoni, qui a été un précurseur énorme, qui est à l'origine de toutes les lignées de porcelain sur sanglier aujourd'hui, seulement pour arriver à faire rentrer dans la génétique des porcelaines la passion du sanglier et la faculté de rapprocher les voies froides d'un sanglier et le caractère pour faire face au sanglier, il a retrempé. Il a retrempé. Il a retrempé avec tout. Donc les chiens, le rendu, les chiens sont blancs, mais 10 générations dessus, il y a un Saint-Hubert. 10 générations dessus, il y a un Artois. Et ça, tu comprends, c'est là l'erreur. C'est parce qu'aujourd'hui, je me le fais reprocher. Aujourd'hui, on chasse le sanglier. Le fait d'avoir des chiens de ces origines-là, il y a les puristes qui chassent le lièvre, avec des porcelaines qui sont comme sur une table de peinture. Presque, ils nous traitent de coupables presque, en disant, vous avez détruit le porcelain. Pas moi, hein, parce que c'est les prédécesseurs, hein, quoi. Mais vous avez détruit le porcelain. Au niveau de la morphologie, au niveau du standard de beauté, au niveau de l'élégance, c'est des détails. Hein. Attention, on parle de détails. Hein. Des fois, même dans le regard. Hein. Et ils ont dit, vous l'avez détruit. Comment vous chassez des chiens porcelaines qui chassent des voies individuellement à bouffer la terre là comme on a là? Il dit, mais ça, c'est pas un porcelain. Les puristes du lièvre, ils disent, mais c'est en aucun cas, c'est un porcelain, ça. Le porcelain, d'ailleurs, c'est plutôt un chien froid. Toutes les meutes alliées, c'est plutôt des chiens froids. Des chiens qui fouettent beaucoup, des chiens qui parlent vraiment quand le sentiment est bon, rien à voir, nous, c'est des marmites les chiens. Et donc le regret quelque part, c'est que j'ai pris une race pour avoir un objectif de chien que je voulais, mais finalement, j'ai pris, si tu prends la meute d'un ce pourquoi elle a été créée, il fallait pas que je prenne des porcelaines en fait, pour ce que je voulais. Il fallait que j'ai débriqué le pays. Ah ben, aujourd'hui non, évidemment que non. Évidemment que non, mais je me le fais reprocher, des fois c'est voilà quoi. Et ça, c'est le petit regret, tu vois. Au fond de moi, des fois, je me dis, bon. Quand les gens me le reprochent, je me remets en cause en permanence, je me dis, ouais, des fois, peut-être qu'ils ont. Mais bon, je vais te dire, hein, tous les propriétaires de meutes sur sanglier ont tous, dans leur chenil, des chiens issus de retrempe. Il n'y en a pas un seul chenil sur sanglier qui n'en a pas. Strictement aucun. Au lièvre, rien à voir. Hein. Sanglier, ça n'existe pas. Sanglier, ça n'existe pas. Il n'y en a aucun. Nous, les principales qualités d'un chien qu'on recherche, et de chiens porcelaines pour le coup, c'est la faculté à rapprocher. La faculté à rapprocher. La base, c'est de trouver les sangliers. Une fois qu'on a trouvé les sangliers, la chasse est finie. Hein. On va pas se leurrer. J'ai jamais vu des chiens qui sont pas capables de mener un sanglier. Par contre, attention, après, il faut le décrocher, le sanglier aussi. Parce que, tu vois, nous, on a eu des hauts, des bas, des moments où on a eu de la casse, et des moments où c'est que, quand on arrive au sanglier, il y avait des moments de flottement. Des moments de flottement. Alors heureusement qu'on lâche 10 ou 15 chiens, mais des fois, sanglier fou, tu te donnais, dans des moments, tu sais, c'était la limite, tu te donnais si tu n'allais pas le laisser, quoi. Donc il faut du caractère. Parce que c'est bien beau d'arriver au sanglier avec des chiens qui ont la faculté à rapprocher, mais si quand les chiens arrivent, ils sont capables de le faire décoller et de le faire courir pour le faire arriver au poste, t'as fait le boulot il fait pour rien, quoi. Et après, je pars tout le temps du principe que qui peut le plus peut le moins. Qui peut le plus peut le moins. Un chien qui est capable de prendre tous les pieds l'après-midi, c'est le chien qui vole le matin. On est complètement d'accord. C'est le chien qu'une fois debout, le chien en marche arrière, il est fermé, il le mène le sanglier. Voilà. Mais la faculté à rapprocher, nous, c'est la faculté à rapprocher le primordial. Voilà. Et le caractère.
Là, quand même, on a pris cette notion de caractère. On a passé plusieurs saisons à faire reproduire, si tu veux, le chien le plus chaud du chenil, le plus rapprocheur du chenil, avec la chienne la plus rapprocheur du chenil. Mais sans se soucier si ce chien-là il est courageux ou pas, si tu veux. Donc on a eu fait des portées où on a sorti les rapprocheurs comme vous voulez, c'est-à-dire des chiens qui prennent de pardeur avec une facilité terrible, dans des conditions les plus difficiles, des chiens qui te rapprochent à une vitesse terrible, très expressive comme on veut, parce que la chasse c'est un spectacle. Les chiens, il faut qu'ils s'expriment. Et c'est pas une chasse yeux, c'est une couronne. Mais le problème, c'est que du coup, ils sont sortis rapprocheurs à l'extrême, mais arrive au samedi, caca au pantalon. Et le problème, c'est que on s'est aperçu aussi avec l'expérience que ces chiens-là, qu'on la crainte de la bête, ils sont 10 fois plus difficiles à craincer que des chiens à gros caractère, voire mondains. Ça, c'est une certitude. Hein. Ça, c'est une certitude. Je le dis de ce que j'ai vu, de mon expérience à moi, des chiens que j'ai dans mon chenil. Mais après, tu sais comment c'est. On discute en permanence, hein, des collègues. C'est écrit. Hein. C'est écrit. Comment tu peux chasser un gibier si tu en as peur? Comment le chien peut exceller au sanglier s'il en a peur? Ou s'il le chasse avec la crainte? Prenons, puisque là, on encore le oui avec Christophe, tu vois, prenons le cas du rugby. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a fait le match de sa vie en rentrant sur le terrain avec la crotte au cul? Pas possible. Tu rentres sur un terrain de rugby comme ça, tu te fais broyer. Tu te fais broyer. Sur 3 passes, t'en manques 2. Et bien là, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Ah, quand je dis oh, c'est moi, Thomas, Gaël, voilà, l'équipage de leur numéro, c'est ce que je veux dire. Parce que là, les chiens sont à moi, c'est moi qui calcule toutes les portées, c'est moi qui truc, c'est moi qui dresse, c'est moi qui truc, c'est moi qui coupe, qui tranche, qui a des décisions à prendre, bien entendu. Mais par contre, tu vois, mes collègues, je ne laisse pas de côté. C'est pas juste. Moi, les collègues, que ce soit Thomas ou Gaël, ou même tous les collègues, déjà, c'est pas compliqué. Nous, les collègues, les chiens au chenil sont à eux. Ils sont pas moi, les chiens. Ils sont à moi, maintenant, d'accord, mais les chiens sont à eux. Moi, si un jour, d'ailleurs, c'est l'exemple type, il y a des jours, par exemple, au mois d'octobre, je suis allé en vacances en Bretagne. C'était prévu, depuis un mois, on est allé en vacances en Bretagne. Et bien, Thomas, j'ai laissé le 4x4, collier de repérage, taquis, tout. J'ai tout laissé, les chiens, tout. Il est parti chasser, moi j'étais en Bretagne, lui il avait mon 4x4, mes colliers, tout, toute la meute, le chien, il va chasser. Et il a fait chasser l'équipe, les chiens, ils sont à eux. Moi, si même mercredi, là, je décide que je ne sais pas, ou j'ai un rendez-vous, j'ai un embêtement, c'est rare, le mercredi, il n'y a pas de rendez-vous. Hein. Mais admettons, eh bien, il prend les chiens, il va chasser. Sans moi, il va chasser. Et même l'année du titre, là, où c'est que de l'aventure à la fac, quand on a fini second à la finale, à la finale régionale, j'y étais même pas. Capo et mon collègue Nico, ils ont pris les chiens, ils sont à la régionale, et on a fini second à la régionale. Mais j'étais même pas, je pouvais pas y aller, je sais pas. Ils sont très à moi. Non, les chiens, c'est un partage. Hein. C'est un partage. Ouais, après, moi, le dressage, c'est souvent. Après, tu vois, soigner les chiens tous les jours, c'est surtout les moments d'absence, parce que tu es otage avec des chiens. Tu as 30 chiens au chenil, tu es complètement otage. Surtout des moments où tu as des chiots, surtout des moments où si tu viens avoir des chiens blessés, admettons, tu es vraiment otage du truc. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir Thomas, c'est moi qui gère les chiens, mais les jours d'absence, moi, je sais que si je pars en vacances ou si le soir on l'invite à manger, Thomas, tu vois, on a un groupe WhatsApp, on est tous les trois là, où on gère les chiens et tout. Ce soir, tu vois, pas de soucis, ce soir, je vais au chenil. Et ça, moi, j'ai pas de questions à me poser. Et ça, c'est énorme, quand même. C'est énorme, parce que sinon, quand t'es otage, quand t'as personne pour les soigner et tout, les chiens, toi, c'est. Quand t'as une vingtaine de chiens au chenil, c'est pas rigolo, hein. Voilà. Par contre, Gaël, lui, au chenil, non. Gaël, il vient jamais au chenil, mais par contre, Gaël, après, au niveau de la chasse et tout, c'est un élément indispensable, quoi. Indispensable pour la sécurité des routes, pour faire le pied, organiser la chasse, organiser tout, récupérer les chiens. C'est un élément indispensable. Les trois là, voilà. C'est pour ça que j'essaie de dire le moins possible jeu. J'aime pas jeu. Des fois je le dis, machinalement, mais j'essaie de tout en dire. Quand je pars des chiens dans la chasse, je dis tout en dire. Le palmarès, j'ai fait des brevets des concours à fac, concours à loupe. Le premier, je l'ai fait. Je sais pas quel âge j'avais. Je sais même pas si j'avais le permis de conduire le premier que j'ai fait. Avec quelqu'un d'autre, on a mis la moitié des chiens chacun. C'était à Fournes-Cabardès, là, dans la montagne noire. Fournes-Cabardès, c'était à l'époque. Et le premier qu'on avait fait, j'avais fait avec un collègue qui s'appelait Guillaume Loger à l'époque, qui avait des porcelains. Et on avait fini le premier qu'on avait fait. Et bon, après les concours, il y a une grosse part de chance, bien entendu. C'est pas comme un match de rugby où c'est que tu as
Les poteaux, c'est les mêmes pour tout le monde, la météo, c'est la même pour tout le monde, la pelouse, c'est la même pour tout le monde, le ballon, c'est le même pour tout le monde, t'es 15 contre 15, le meilleur gagne. Le meilleur gagne, point. Là, c'est pas le meilleur gagne. Si tu veux un concours, il y a un facteur chance énorme. Il y en a un qui va lâcher à 8h, l'autre à 16h, un qui va attaquer sur un sanglier qui est couché à 200 mètres devant, l'autre qui va attaquer sur une femelle et petit qui est couché à 10 bornes. Ça n'a strictement rien à voir, je veux dire. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, oui, un paquet de brevets. En brevet, évidemment, vu que tu élimines. En brevet, c'est des chiens call-off. Donc évidemment, toutes les meutes qui tournent réputées terribles, qui n'ont que des briquets de pays et qui n'ont pas les chiens call-off, déjà, ceux-là, tu ne les vois pas. Donc évidemment, le niveau, il est beaucoup moins élevé. Donc en brevet, on a tout le temps fait des super résultats. Tout le temps. Et après, après des concours à fac, on a fini premier un paquet de fois, certains. Il y en a que ça a marché, il y en a que non. Et au concours à loupe, quand même, sur une quarantaine de meutes, on a fini 2 fois quatrième. 2 années de suite, on a fini 2 fois quatrième. De grosses années. On avait bien chassé. Ouais, bon, c'est un peu la fierté un peu de l'équipage, quelque part. Parce qu'on fait pas ça pour ça, on fait ça pour le plaisir qu'on prend tous les jours, mais bon, on fait un peu de reconnaissance de temps en temps, et ça fait quand même un plaisir. Et tu as pu participer à un concours avec moi, nous on y va pour faire la bringue, souvent dans les concours, qu'on lève pas, c'est fou, le soir on bringue comme des malades, mais enfin, quand même, quand ça marche, ça fait quand même un plaisir, quoi. Et là, cette année-là, donc c'était en 2019, on a participé du coup au concours départemental de la FACONS ici, dans l'Aude. On avait fait une super chasse, on avait fini premier. Une super chasse, d'ailleurs, les chiens avaient pris le sanglier relâché. Et une belle chasse, bien convenant, quoi. Les chiens bien groupés, rapprochés, tu vois, tout, là. Tu rends la feuille comme il faut. Et ensuite, du coup, on a été qualifié. Et là, de nouveau, la régionale, si tu veux, ça change. La régionale, la fac, une année, c'est tout le sud-est. Par exemple, la régionale, elle est dans les Alpes d'Haute-Provence. Et là, c'est tombé qu'elle était ici, de nouveau, dans l'Aude. Donc, on a participé, je crois qu'il y avait 26 ou 27 meutes, je sais plus. Et là, de nouveau, on a fini second. Enfin, là, on a fini second. Et là, pareil, c'est le jour où j'ai pas pu aller. C'est donc Thomas et mon collègue Nico qui sont allés. Et là, ils ont fait une super chasse de nouveau. Le sanglier attrapé, ils ont été obligés de sortir les chiens pour le refaire partir. Donc là, grosse chasse, bien comme il faut. Mais malgré ça, on a fini second, quand même. Et c'est un copain à nous, puisqu'il a fini premier, Romu, là. Et donc, on a été qualifiés pour la finale nationale, donc là, à Marteau-Tolosan. Alors là, je sais plus combien d'équipes de chiens on était. On était un gros paquet. On était une trentaine de meutes, en gros. Et là, c'est, si tu veux, tout ce qu'on finit premier, les 2 ou 3 premiers de chaque finale régionale sont sélectionnés de Bretagne, tout partout, Rhône, Aquitaine, tout partout. Et là, et sur le même week-end, je crois qu'on l'a fait sur 4 jours ou 3 jours la finale, je ne me souviens plus. Et là, tu as toutes les meilleures meutes plus ou moins de France qui ont été sélectionnées et qui sont là et qui se mettent en concurrence. Voilà, c'est plus une vitrine à chercher. Par contre, c'est quand même une vitrine à chercher quoi. Tu as une finale nationale à la fac. Voilà quoi. Les mecs, ils ont fini premier à la départementale, ils ont fini premier au second à la régionale. Tu peux pas arriver là avec des chiens qui bricolent, je veux dire. Et donc là, on a attaqué là-bas à Marteau-Tolosan et on a fait une chasse, on a lâché le vendredi. Et là, quand je dis qu'il y a le facteur chance, si tu veux, c'était au mois de mars. Au mois de mars, il faisait, je crois que l'après-midi, ça montait à 27 ou 28 degrés. Une sécheresse à peu près pareille que hier, tu vois. À peu près la même sécheresse que hier. Et donc, toutes les meutes qu'on attaquait l'après-midi, ils n'ont strictement rien fait. Pendant 3 jours, toutes les meutes qu'on lâchait l'après-midi, il y en a un même, il a lancé le sanglier. Et au bout de 20 ou 25 minutes debout, carrément, les chiens arrêtés, et fini, terminé, cuit les chiens. Et donc, du coup, ça fait un tri. C'est-à-dire que tu as déjà la moitié des meutes de la finale, l'après-midi, ils n'ont strictement rien fait. Donc, sur, admettons, 30 meutes, tu en as 15 déjà, t'oublies. Et après, nous, on a fait une chasse. Pourtant, on n'a pas eu une attaque. On n'a pas eu l'attaque pour pouvoir. De toute façon, la finale, on ne pouvait pas la gagner. Avec le pied qu'on avait, même en laissant la fiche parfaite à la fin, c'était pas un pied pour gagner une finale. On savait très bien qu'il y a quelqu'un qui allait faire un coup. Mais par contre, on a fait une chasse correcte. Je crois qu'on a fait 30 minutes de rapproché plein fer. On lance, par contre, on lance un gros sanglier. Enfin, un gros sanglier, un joli sanglier. Ce sanglier s'en va et là, on le mène jusqu'à la fin du temps avec des 10 chiens comme ça. Mais par contre, attention, 3 chiens blessés vraiment comme il faut. Ouais, comme il faut. On s'est fait blesser 3 chiens. Il y a 2 chiens qui sont pas arrivés au bout de 2 heures d'ailleurs, qu'on les même pas, on les a récupérés à la piste parce qu'ils étaient. On a eu de la casse malheureusement. On a fait une charge bien propre. Mais pour gagner une finale, on sait très bien qu'il faut le petit plus. Pour gagner une finale comme ça, avec le niveau qu'il y a, il fallait 1 heure, la même chasse au lieu de demi-heure, 1h15 de rapproché. Et de toute façon, il n'y a pas de truc parce que ceux qui ont fini premier, des amis aussi, ils ont fait la chasse idéale. Même en parlant avec eux, ils ont dit voilà, la chasse qu'on a fait aujourd'hui, c'est la chasse de la saison.
Ça s'est tombé, c'était aujourd'hui, tout était fait, le destin, bah, ça s'est passé comme ça. Le sanglier placé nickel, le sanglier de la nuit qui avait fait le trajet, tu sais, parce que le trajet du sanglier, la nuit il compte. S'il fait un trajet pourri, il repasse sur ses... Non, le sanglier qui filait des prairies, des crêtes avec les pyrénées de neige derrière, tu vois le truc. C'est... Et donc, bravo, voilà, bravo. On a fini second, alors, Ce qui est super. second sur... mais au départ, si tu prends toutes les notes qu'on fait toutes les départementales à la France entière, ça fait second sur un paquet, quoi, quand même. Et du coup, avec le Covid, on est toujours second. Parce qu'avec le Covid, il n'y a toujours pas eu de nouveau... Il n'y a plus les finales pour l'instant. Et là, cette année. Alors moi, je suis adhérent au club de porcelaine depuis que j'ai des porcelaines, donc ça fait 20 ans. Je suis adhérent à la fac depuis 20 ans, et je suis adhérent à Arloup de un peu moins, une quinzaine d'années. Arloup, c'est venu après. C'est quand j'ai commencé avec le Comminges que j'ai connu l'association Arloup et j'étais adhérent pour la suite. Le porcelain, attention, c'est différent. C'est un club de race. Donc, l'intérêt, c'est de pérenniser la race et améliorer la race. Voilà. C'est un patrimoine, une race. C'est un patrimoine, donc c'est l'entretien et conserver ce patrimoine. Donc c'est pour ça qu'il y a des critères de standard de beauté, des critères de standard de travail, voilà. Ça c'est le club du porcelain. Et donc pour ça, on sélectionne les chiens, des épreuves de travail, des épreuves de beauté, on sélectionne les chiens de la beauté pour sélectionner les géniteurs, le chien le plus beau avec lequel on va améliorer le truc, le chien le meilleur avec lequel tu vois, voilà. Ça c'est le club du porcelain, c'est ça. Par contre, la fac et Arloup, c'est des associations qui ont été créées pour promouvoir et défendre l'association quoi. Promouvoir et défendre. Et à travers ça, on peut dire les concours, le concours, il y a quand même quelques points négatifs, que ça met les gens à concurrence, ça a tendance au niveau de la mentalité, tu vois, à plutôt diviser certains gens, qui ont des mentalités qui ne sont pas les bonnes pour moi, mais par contre c'est des vitrines. Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai des porcelaines parce que en brevet de chasse, j'ai vu une super chasse aux porcelaines quand j'étais mignon, j'en ai pris plein les yeux, j'ai dit c'est ça que je veux. Et c'est une promotion. Et puis ça met atteinte à tous les clichés qui nous sont reprochés, qu'on est des barbares, qu'on est des affamés de sang. Non. Là, quand tu vas dans un concours, on se retrouve le temps de week-end, des fois, tu as 300, 400 personnes qui sont venues pour voir du chien toute la journée. Il n'y a pas de problème pour le plaisir du chien et rien d'autre. Et partager, évidemment, un moment de convivialité et d'échange. Voilà. Mais déjà, je cours, oui, je cours. Quand je vais à la chasse, je cours. Maintenant, par contre, attention. Tu l'as vu, hier peut-être un peu moins, mais demain, tu le verras, on fait un tour de rôle. Parce que si tu veux, on a des routes. Souvent, nous, il y a tout le temps quelqu'un de nous trois, si tu veux, là, on fait un tournant. Il y a tout le temps quelqu'un, voire deux, suivant les endroits où on lâche, qui s'occupe que de la sécurité des routes. Donc il y en a un qui va au chien, et alors du coup c'est lui qui conduit la matte, c'est lui qui court, qui occupe des chiens, mais il y a des jours, moi les collègues ils vont au chien, et moi il y a des jours, la journée entière, je fais la sécurité des routes, je suis à mesure avec la voiture, je sécurise les routes et je vais pas au chien. Mais bon, par contre, les jours où je vais au chien, comme par exemple hier, je sais pas, c'est dommage, on n'a pas mis le podomètre, mais je pense qu'on a dû faire pas loin d'une trentaine de kilomètres, à mon avis. Entre faire le pied le matin et toute la journée, on va faire 31 km. Donc, ouais, après, il faut avoir le goût de l'effort. Bon. Moi, je me régale. Déjà, être au chien, déjà, c'est l'émotion des chiens, le plaisir des chiens. Moi, je veux les voir, les chiens, tout le temps. Le plaisir des chiens, je veux voir les chiens. Moi, lâcher les chiens, les laisser travailler, c'est sûr que. Mais moi, je veux tout le temps les voir. Je veux, quand il y a un défaut, je veux savoir, je veux voir que quand il y a un défaut, le chien à droite, il est allé gagner l'eau, c'est lui qui a repris. C'est lui qui a repris. Ça, je veux y être pour le voir. C'est pour ça que je ne veux jamais les lâcher les chiens. Puis au lancer, je veux dire. Quand tu as fait un rapproché comme hier, quand tu arrives au sanglier, c'est pour ça que je chasse. C'est une émotion, hein, tu peux pas la décrire, donc ça, tu peux pas la manquer, tu veux y être. Et plus tu es proche, plus l'émotion elle est intense automatiquement. C'est fort, c'est fort. De l'adrénaline, c'est fort. J'ai pas d'équivalent. Moi, j'ai joué au rugby, je connais pas d'équivalent aujourd'hui. J'en ai vu des choses dans ma vie. Hein. J'ai fait la moto, voilà, j'en ai vu. J'ai pas d'équivalent avec ça, au niveau de l'émotion. Au niveau de l'émotion, quand on arrive au sanglier, là, que t'as 15 chiens criants dans les ronces, que ça barde comme un... J'ai pas d'équivalent. Ouais, l'adrénaline, bon, des fois t'as des frissons, des fois oui, des fois non, ça dépend de laisser s'il est explosif ou pas. Mais l'adrénaline, il y a des fois l'adrénaline, je suis resté bloqué. Ça m'est déjà arrivé. Tellement l'adrénaline forte, si tu veux, à vouloir repartir en courant pour suivre les chiens et bloqué. Tellement l'adrénaline est forte. Ça m'est déjà arrivé ça. Donc voilà, c'est quand même sacrément intense quoi. Sacrément intense. Et puis après tu verras demain, nous quand on arrive au sanglier, des fois on dirait des gogoles parce que on est dans un état second hein, finalement. Je vais t'expliquer comment je déclare les chiens. Mais avant il faut savoir que déjà nous, 99% des chiens, c'est nous qu'on les a produits. Donc déjà la portée elle est calculée avant en fonction de ce qu'on veut sortir comme chien. Ça c'est quand même, tu vois,
Parce qu'au niveau du dressage, du coup, la ligne, on la connaît parfaitement. On sait ce qu'il faut faire, du coup. On les connaît par cœur, les chiens. Et moi, par contre, je suis pas... Je sais qu'il y en a, ils vont débourrer les chiens à 4, c'est moi, je suis pas pour. Pas pour du tout. Et puis, tu vois, en parlant, au niveau athlétique, que ce soit avec des vétérinaires ou des maîtres d'équipage de chasse à cours et tout, tu vois, à chasse à cours, avant 15 mois, le chien ne sort pas à la chasse. Avant 15 ou 20 mois, le chien ne sort pas à la chasse. Un chien, jusqu'à 1 an, il est en construction. Que ce soit les organes, que ce soit les muscles, que ce soit les articulations. Donc faire renforcer des chiens comme 5, 6 mois, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Nous, jusqu'à 1 an, les chiens, ils font que au parc de débourrage. Donc, c'est-à-dire que nous, on attend 6 mois à peu près, 6-7 mois. On le voit au chien. Au début, tu sais, t'as les chiens, ils veulent... Le seul truc, c'est qu'avant 6 mois, on traîne une peau. On traîne une peau, on fait balader le chien, on traîne une peau, on lâche les chiens à la peau, et là, on commence à les faire travailler la peau. C'est le truc. Mais là, ils ne forcent pas les chiens. Ils ne forcent pas les chiens, c'est le jeu. Ensuite, à 6, 7, 8 mois, ça dépend les portées. Il y a des chiens, tu le vois à la maturité. Ils pensent qu'à jouer, tu sais, quand tu le sors, ils pensent qu'à jouer, à se chamailler. Et au bout d'un moment, tu le vois arriver 7, 8, 9, 10 mois, ça dépend les chiens. Là, tu vois que ça commence à plus vouloir jouer, tu vois, ça fout n'importe où là. Là, tu dis, allez, ils sont prêts. Donc, là, on va en parler de débourrage. D'habitude, je vais parler de débourrage des autres. Là, ça y est, j'ai créé le mien. Donc maintenant, on ira du coup dans le nôtre, le parc. Et on va au parc de débourrage. On débourre. Par contre, on débourre souvent pour le débourrage, on y va 1, 2, 3 fois. Souvent, nous, à l'origine, première sortie, on déclare tout. Tout est déclaré première sortie. Et ensuite, souvent, on voit un chien qui lui faut une sortie de plus ou deux, on débourre. À vie, jusqu'à sa mort, le chien. À part un parc de créance, le chien ne vaut plus un parc. C'est fini, fini. Moi, je fais renforcer les chiens dans les parcs avec des sangliers à 50 mètres le nez, là, comme on le faisait à l'époque, ça. On laissait les chiens 3 heures à mener avec des chiens. On les grillait complètement, les chiens. Grillait complètement. Là, tu as les organes vitaux, ils morflent grave, puis tu habitues les chiens à la facilité. Enfin voilà, non. On chasse dans la difficulté, on ne fait pas ça. Et donc, on fait ça. Et après, jusqu'à un an, nous, on fait quasiment que de la corde. C'est-à-dire qu'on déclare au parc, une fois que les chiens sont déclarés au parc, on met des points de goudron, les sangliers sont venus, un jeune de 10 mois, individuellement, on pose au goudron, pas goudron, hein, goudron où on trace une piste, on trouve un sanglier, et allez, on se le mène, le chien qui est un peu plus timide, on le retient un peu pour l'obliger à donner, le chien il se met à donner, et wow. Et en fait, on veut faire assimiler au chien qu'au bout de la voie, il y a l'animal. C'est tout simplement ça, en fait. C'est qu'au bout de la voie, il y a l'animal. Parce que ça peut paraître... Tu pourrais te dire que c'est logique, en fait. Mais pas totalement. Et une fois, et pour former les rapprocheurs, on fait quasiment que comme ça. On fait quasiment que comme ça. Et je t'explique pourquoi au départ, les premières sorties, les font longe, ou des fois, on met un adulte et un jeune. Si c'est par exemple, tu as vu, dans la plaine, nous, on peut... Tu sais très bien que tu ne vas pas les lancer, c'est que des vignes ou des champs, mais un adulte et un jeune. Et ce qu'on fait, c'est que là, par exemple, quand on commence à faire le pied, tu vois, les deux petits chiots que j'ai là, ils ont 5 mois, je crois. Bon, là, je vais les déclarer bientôt. Et puis, à la fin de la saison, quand on ira faire le pied le matin, Thomas prendra un chien sûr et un petit chiot, et moi, un chien sûr et un petit chiot. Et le matin, quand on les trouve, évidemment, souvent, on se les mène un quart d'heure, 20 minutes, et on commence à les former comme ça, déjà. Et par contre, nous, tu vois, ces chiots qui ont 6 mois, là, ils ont 5 mois, il y en a, ils te les feraient chasser au mois de décembre. 6 mois, les chiens, il ne manque plus une sortie. Nous, niet, ces chiens, ils sont pour octobre l'année prochaine. Pas avant. Non. Nous, jusqu'à 15 mois, ils ne forcent pas les chiens. Quasiment jusqu'à 15 mois, ils ne forcent pas. Jusqu'à au moins 12 mois. Et ça, c'est l'équipage chasse à cours. Hein. Quand j'avais fait au début, on avait de l'urée, on perdait vachement de chiens de l'urée. Quand j'ai fait mes recherches pour essayer de mettre un terme à l'urée, en discutant des heures et des heures avec des maîtres d'équipage chasse à cours, parce que chasse à cours, attention, il y a des connaissances au niveau de l'élevage, au niveau vétérinaire et tout, ils sont à la pointe de... ils sont dans la pointe, quoi. Et c'est en parlant avec eux, quoi. Ils m'ont dit, mais vous êtes fous. T'as de l'urée? Il m'a dit, bon, explique-moi, comment tu chasses? Ben, on attaque au 15 août. Au 15 août, tu chasses? Mais vous êtes malade. Au 15 août, c'est à la plage qu'il faut être, c'est pas la chasse. Avec 40 degrés, tu mets pas ici nord, jamais de la vie. Vous êtes des fous, les chasseurs sangliers à tir. Et il avait raison. Il avait raison, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il avait raison. Et faire forcer des chiots avant 7, 8, 9, 10 mois, laisser 3 heures à mener comme ça dans les parcs, mais vous êtes malade. Et un chien à 6 mois chasser le sanglier dans la nature, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Et bien sûr, là avec du recul, ils avaient totalement raison. Ils avaient totalement raison. Il y a ça, et il y a par rapport aux blessures. Dans les deux cas, j'ai procédé de la même façon. J'ai vu, j'ai contacté des gens qui savent, et j'ai écouté. Que ce soit vétérinaire, que ce soit maître d'équipage, quand tu appelles un maître d'équipage, un équipage qui a 152 chiens au chenil depuis 30 ans, sur 2 générations, le mec, quand il te parle, attention. C'est pas des... Donc, tu vois, ça parle. Et pour l'urée, si tu veux, on avait de l'urée.
on perdait les chiens 3, 4 ans, c'était... Parce que si tu veux, avoir une meute au niveau, c'est truc. Garder une meute au niveau dans le temps, la difficulté, elle est là, la difficulté. Et si tu veux garder une meute dans le temps, au même niveau, et si tu veux évoluer au niveau de l'expérience des chiens, et de l'expérience des chiens, il faut automatiquement que les chiens vieillissent. C'est la clé. Si tu perds les chiens à 3-4 ans, les chiens, c'est à 7-8 ans. À 7-8 ans, au niveau de l'expérience, c'est l'apothéose, je veux dire. Et puis si tu perds les chiens à 3-4 ans, de lurée ou d'un chien blessé, ou malheureusement tué par des sangliers, il y a le chien, mais il y a la génétique que porte le chien aussi que tu perds. Tu perds pas que le chien. Tu perds aussi, moi je sais que le meilleur chien de ma vie, c'était Horus, que j'ai eu en porcelaine. Le chien, à 2 ans, voilà, carreau rectifié. J'ai fait prendre la carotide vidée sur place, le carreau. J'ai tout perdu. Tout perdu. Tout ce que j'avais réussi à créer, j'avais réussi à avoir le chien d'une vie, 2 ans carreau. Et ça, pareil, les maîtres d'équipage de chasse à cour, ils m'ont dit, mais vous êtes fous. Quand tu as un chien comme ça, il ne chasse pas ce chien. Il reste au chenil. Quand tu as une chienne exceptionnelle, elle reste au chenil. Nous, on a 10 géniteurs au chenil, ils ne chassent pas de leur vie. Ils ne chassent pas de leur vie. Parce que, au sanglier, tu les perds tellement facilement que tu perds la génétique à mesure. Ça, je sais que la clé est là aussi, mais on ne le fait pas. Parce que nous, quand on a un bon chien, on veut le voir chasser. Donc, on n'est pas capable de le faire. Mais au niveau de l'urée, la chasse avec la chaleur, on l'a condamné, 1er octobre. Déjà, tu t'enlèves 1 mois et demi de chasse avec la canicule. Je te garantis que 52% des problèmes ils sont réglés. Et ensuite, au niveau de l'alimentation, ça a été au niveau de l'alimentation, bon, déjà faire boire les chiens énormément. Chose que je ne savais pas, faire boire les chiens énormément de l'eau propre et claire. Et chose que je ne savais pas, c'est que quand tu finis la chasse, que tu fais boire, chose que je ne faisais pas, j'avais pas l'habitude, et donc les chiens, ils ont le ventre rempli d'eau, les reins remplis de toxines, mais ça, il faut qu'ils l'évacuent. Et ça, moi, je ne savais pas. Des fois, on allait chasser le comège, on faisait boire les chiens, on les mettait à la voiture, on avait 2 heures de route pour rentrer, et on les faisait pas pisser, les chiens. Les chiens, ils avaient les toxines. Les toxines, ils n'avaient pas évacué, comme je veux dire, tout était lent. Et donc, en fait, faire pisser, il vaut mieux pas donner à boire que pas faire pisser. Comme on dit ceux qui savent, même les vétérinaires. Donc, on fait boire, et on sort tout à la meute, on les laisse 2 heures dans la voiture, tu sais, le temps qu'il faut quand même avoir l'envie de pisser arrive quand même, et on sort tout, et on les fait vider. Et ça, c'est une clé. Ça, tu vois, c'est tout bête, en fait. Mais ça, on a mis ça. Et surtout, l'alimentation. L'alimentation, avant, on donnait des carcasses de canard broyées. Donc c'est de la super alimentation. Maintenant, moi en parlant avec les professionnels, ils m'ont dit, mais Coco, quand tu joues au rugby ou quand tu vas faire un trail le lendemain, est-ce que tu manges une côte à l'os le matin avant de partir faire ton trail? Non, forcément, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu manges? Eh bien des sucres lents. Des sucres lents. Quand tu fais des trails, quand tu es un trailer, quand tu es un grand sportif de haut niveau, tu manges de la nourriture, enfin, là-bas, c'est sucre lent. Ou alors une nourriture équilibrée en conséquence, je veux dire. Et donc déjà, on a éliminé complètement les protéines, veille de chasse et le soir après la chasse. Complètement. Si tu veux, nous on chasse mercredi, samedi, on donne la viande le lundi ou le jeudi soir. La soupe de viande, parce que je fais soupe de viande, je mélange viande, carcasse de canard broyé, légumes et du pain. Légumes et du pain, c'est pareil, c'est par rapport à ce que m'avait dit mon interlocuteur, là, qui est maître d'équipage de chasse à cour en Charente. Il m'avait dit la viande seule jamais. Toujours casser dans la ration des chiens, toujours casser le taux de protéines avec ou pain ou alors des pâtes ou du riz ou alors des légumes. Bon, nous c'est la facilité, on fait avec des légumes. On le fait avec des légumes. Et donc voilà. Et donc du coup maintenant, veille de chasse et sort après la chasse, croquettes de qualité, point. Point. Et en fait, on a réglé pas mal de problèmes. Et je vois qu'il y en a qui ont mis un peu en application tout ce qu'on a mis nous, mais qui, parce que la viande c'est moins cher, donnent quand même la viande de veille de chasse. Et bien ils ont duré. Nous, on a mis point par point, on a fait comme pour les blessures, on a fait des statistiques. Ça, en partie, bien, là, on arrête. Viande, veille de chasse, et à la fin, le résultat est que, là, j'en ai un, Arloup, il a quand même 11 ans, il chasse comme l'avion. Gascon, tu l'as vu hier, le chien il a 10 ans, il chasse comme un avion. Jumper, 9 ans, le chien il tourne encore comme un avion. Et les chiens, tu le vois, tu dirais même pas qu'ils ont 10 ans les chiens. Les chiens ils sont, enfin voilà, on les fait vieillir, mon pauvre, ils ont une santé terrible encore à 10 ans. Alors qu'avant on passait par la barre des 5 ans. Donc ça a payé plus que payé, je veux dire. Payé plus que payé. Même les sangliers blessés, j'ai pas approfondi, mais le fait que
Tu vois, on avait des blessures. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Et en faisant mes statistiques par rapport au nombre de chiens blessés, et en écrivant chaque fois où on s'était fait blesser chien, pourquoi, comment et tout, au bout d'un moment, on a réussi à... Au début, quand on chassait, nous, attention, on chassait, quasiment tout le monde avait des fusils. Mais fusils, un sanglier de 80 kg à une quarantaine de mètres, chaque fois c'était balle de gigot, elle rentrait de 3/4, le sanglier partait, il était diminué quand même par la balle, évidemment. Les chiens ils faisaient 1 km de plus, ils le rattrapaient à la vitesse. Et alors là, c'était la dégringolade. Première chose qu'on a mis en place, on a dit les gars, stop. Carabine pour tout le monde. Terminé. Comme un accord, on a dit les gars. Au bout d'un moment, les statistiques ont montré que chaque fois qu'on se faisait cartonner la matin, c'était sanglier blessé par balle de fusil. On a dit les gars, on n'est pas plus que les autres. On sait très bien qu'il y a des calibres de carabine maintenant, ça paye quoi. Donc on a dit, par contre attention, on a dit on passe aux carabines, mais c'est pas pour tirer les sangliers à 200 mètres, parce que sinon, à 200 mètres, ta balle tu ne la places pas, faut pas me le dire. Avec une lunette peut-être, mais nous on a des snipers, on n'en a pas. Donc ça veut dire que nous on a dit carabine, et par contre tir lointain, niet. 50 mètres, déjà au niveau de la sécurité c'est très bien, et puis au moins la balle tu puisses la placer. Que ta balle tu puisses la placer. Moi à l'époque je sais que quand on chassait la montagne, les vieux ils disaient à 200 mètres ils voyaient le sanglier monter, ils le voyaient à peine l'arête dorsale entre deux buis, ils y foutaient 4 pètes, ils risquent plus que moi. Au rendez-vous d'arriver, ils risquent plus que moi. Oui, il risque plus que moi. Oui, il risque plus que toi le sanglier. C'est évidemment qu'il risque plus que toi. Sauf que ta balle n'est pas du tout placée, tu pètes une patte, la matérielle là, tu te fous en l'air. Donc ça nous tire lointain, on est passé aux carabines. Du moment qu'on est passé aux carabines, la moitié des blessures est rectifiée. Tout ce qui est sanglier blessé, ça peut arriver, mais comme par hasard, ça fait 4 ou 5 saisons, ça arrive quasiment plus quoi. On en a quasiment plus ça. Quasiment plus. Et après, ne surtout pas entourer les sangliers. Surtout pas entourer les sangliers. Et tu vois, le dernier point, et on a fait une erreur il n'y a pas longtemps. Depuis le début, là, la seule fois où on s'est fait vraiment blesser les chiens comme il faut depuis le départ, il y a 4 ou 5 chiens tapés comme il faut, on a fait une erreur que pourtant on a identifié, on le sait, mais c'est les changements de direction. Chaque fois qu'on a mené un sanglier, là tu vois ça s'y prête là, il y a la route qui va de Fénière à Livnière, des fois le sanglier il nous échappe ou il est manqué par un postier, il nous échappe, on arrive à la route, plutôt que d'arrêter la meute, si on a que ça de la journée, on klaxonne, tu sais, des fois on essaye de klaxonner à l'avance pour y faire demi-tour, essayer de le faire repartir dans les postes, tu vois, par exemple, on le tente ça. Chaque fois qu'on a tenté ça sur un sanglier évidemment, pas une métros, hein, mais un sanglier 50, 70, 80, chaque fois qu'on a voulu, le sanglier voulait à tout prix, qu'on a voulu rien empêcher, mitraillage. Et là, cette année, tu vois, je leur ai dit, ils ont lancé un sanglier, le sanglier est parti à la meute plein de fer, il nous a échappé, Gaël qui tenait la sécurité à la route, il voit arriver le sanglier. C'était des champs il le voit arriver droit sur lui. Et s'il passe à la route, il sort de la chasse, par contre, s'il arrive à lui faire demi-tour, c'est tout posté, et le sanglier, bon, on peut le manquer, mais il allait être vu. Et dans la précipitation, quand il a vu, croyant bien faire, tu vois, il s'est mis à la route, et à mesure, il a klaxonné. Donc, le sanglier est arrivé en face de la route, au bout d'un moment, il voulait à tout près là, il a commencé à faire un biais, klaxonnant. Et au bout d'un moment, forcé de se plier, le sanglier, il a commencé à revenir en arrière. Il est revenu en arrière, on a voulu lui faire changer sa direction. Le premier fourré qu'il a trouvé, alors qu'il était parti comme un lapin, pas du tout un sanglier agressif. Il s'est mis dedans, il a attendu le chien, il a tout foutu en l'air. Tout foutu en l'air. Et tu vois cette blessure. Si tu mets en application l'expérience et ce qu'on sait, on sait très bien qu'il ne faut jamais, le sanglier, là où il veut aller, il faut qu'il aille. Si on applique ce qu'on sait, l'expérience qu'on a, ce jour-là, il n'y a rien. Le sanglier t'échappe, d'accord, on s'en fout qu'il échappe. Mais par contre, tu n'as pas les chiens blessés la journée. Non, 3 ans. 3 ans. Il a fait 3 ans au mois de juin. Et depuis le petit déjà, la charge des chiens, je la sens plus passer déjà. Parce que tous les jours, moi je vais récupérer le petit à 5 heures. 5 heures, il faut que je sois à l'école pour récupérer le petit. De là, il y a 25 ou 30 chiens à soigner. C'est du sport quand même, l'histoire. Hein. C'est plus complexe qu'avant. Hein. Tu te rends compte, tu te dis, qu'est-ce qu'on faisait tout ce temps? Et par contre, maintenant, le petit, c'est que du bonheur. Quoi. Et comme je dis, tu vois, je le dis tout le temps, pour te régaler à la chasse, il faut obligatoirement que ça aille bien à la maison. Obligatoirement. Si par exemple, moi, à la maison, ça va, ou même ne serait-ce que tu as des problèmes financiers, ou t'es pas serein, tu vas à la chasse, mais si tu vas à la chasse avec des ennuis, ou si tu vas à la chasse en sachant que par exemple, ta femme elle va te reprocher d'y aller, moi, Mathilde, elle me reproche strictement rien. Si elle dit, ouais, tu fais chier, tu revois la chasse, on ne t'a pas vu de la semaine, tu vas à la chasse en sachant que ta compagne, ça lui fait pas plaisir que tu ailles, même que tu chasses en sachant que quand tu vas rentrer, du coup,
tu vois, elle va pas être contente et tout. Moi, quand je rentre à la chasse, je me suis régalé, je rentre à la maison avec mon petit qui est content comme tout de me retrouver, et ma femme, quand elle sourit, qui est contente de me retrouver aussi. Voilà, c'est un équilibre. Et nous, là, tu vois, moi j'ai la chance depuis que j'ai rencontré Mathilde, et là, surtout depuis 3 ans qu'on a le petit, qu'on a, que ce soit dans la famille ou même nous, le foyer de la maison, d'avoir l'équilibre parfait. Parfait, parfait. Ce qui fait que je vais à la chasse, tout est serein en dehors de la chasse, et ce qui fait que je vais à la chasse ultra sereinement. Et ce qui me permet de ne pas être chiens du matin, parce que si tu as des embrouilles graves, tu sais, tu penses aux chiens, les chiens deviennent secondaires, quoi. Les chiens, les sangliers, ça devient secondaire, si tu as des ennuis ou si ça va par la maison. Alors que là, pas du tout, quoi. Pas du tout. Là, on peut vraiment, on optimise la chasse à bloc. Ouais, pour l'instant, il fait encore la sieste l'après-midi. Oui. Ouais, mais allez, monsieur au chien, mais pour l'instant, il fait encore l'après-midi, donc c'est limité. Le matin, on le laisse dormir, parce que quand il ne dort pas, c'est comme les enfants, hein, ils sont pas sages, voilà. Donc on respecte les temps de sommeil, du coup, tant qu'on respecte les temps de sommeil, c'est difficile de le prendre encore à la chasse et tout, puis il est tout petit. Hein. Mais par contre, je le prends en chenille. Là, je le prends en chenille, j'ai fait faire la curée, bon, tout. Mais pareil, tu vois, je l'ai pris trop tôt, Et là, il y a une paire de mois de ça, tu vois, il était petit, il était dans le parc, il jouait avec la chèvre, avec les chiennes, là. Et de ce coup, il y a une chienne qui est arrivée comme une cabourde. Et en voulant esquiver notre chien, elle était obligée de se jeter, elle m'a tapé le petit il a roulé sur 2 mètres. Et même j'ai eu peur parce qu'elle allait vite la chienne. Et là, je l'ai pris, là, il a eu une peur terrible. Il s'est mis à pleurer, il a dit je veux sortir, je veux partir. Et là, tu vois, j'ai commencé à me dire, tu vois, parce que de les amener trop tôt aussi, attention. Tu peux les rebuter aussi. Tu peux les dégoûter même. Donc j'y vais tranquille, je ne force pas. Pour l'instant, je ne force pas les choses. Quand je vais le récupérer à l'école, on va soigner les chiens, tu veux venir des jours, on va chenille. Le lendemain, tu ne sais pas pourquoi, tu viens soigner les chiens au chenille? Non, je vais aller chez ma maître. Bon, ben, va chez ma maître, je le force carrément pas du tout. Carrément pas tout, parce que l'autre jour, je l'ai vu là, pendant les 3 ou 4 fois d'affilée qu'il est venu au chenille, il a voulu rester en dehors du parc des Bas. Ou alors il a voulu que je le porte tout le temps, de peur à se faire tamponner à nouveau. Donc là, c'est revenu, de nouveau, nickel, je fais gaffe, quoi. Je fais gaffe. Et tu vois là, dans le monde de la chasse grand, il y a des choses qui te font briller, des chasses exceptionnelles, qui te font briller les yeux en permanence, et ce qui fait que tu vas à la chasse et que tu veux les revivre tout le temps, des chiens exceptionnels. Et tu vois, rapidement, nous on a vécu des choses quand même à la chasse, on a vécu des choses exceptionnelles. Il y a un jour, on a rapproché le sanglier pendant 1 heure, on a fait le pied le matin, tous on a trouvé le pied d'un sanglier, on l'avait trouvé à 2 endroits, on a lâché la meute, on l'a rapproché, on a passé une route, le sanglier était mort dans le fossé. Et en fait, il avait été tapé à moitié nu par une voiture, il était mort dans le fossé. En fait, au tout rendez-vous, on a posté les mecs et tout, mais le sanglier était déjà mort en fait quand on a fait ça. Tu vois, ça c'est un truc. Autre chose exceptionnelle, c'est j'avais Arloup là, il a la faculté, en rapprocheur, on a des chiens largement meilleurs que lui, au ferme, on avait rien, mais le chien il avait la faculté, il m'a aboyé les chiens dans la voiture. À 50 km/h, je roulais, il m'a aboyé les pieds de sanglier en voiture, et il me les a envoyés au ferme. Et en connaissant le chien, j'arrivais à faire la différence de quand ils étaient au vent, au ferme, couchés, ou quand c'était juste les sangliers qui étaient passés. Et donc, le petit truc qui est marquant de chez marquant, j'ai trouvé des sangliers à faire pleurer tout le monde. À aller chasser à un endroit, ils sont là sur la route. Comme Dieu le sait, ils sont là. En allant d'une chasse à une autre, rouler sur la route, ils sont là, c'est pas la peine de vous faire le souci, ils sont là. Tu crois? On y va, 5 par terre. Un jour, on va chasser d'ici, on monte à Fraise sur la goutte. En montant, le territoire de Fraise et Montagne, on a tourné chez Combezou l'année dernière. À 2 endroits, le chien, il m'aboie sous une muraille. Ferme. Ils sont là. J'appelle Combezou, Thomas. Je dis Thomas, t'as les sangliers sous le croisement de Pérefiche, dans la ligne. Ah putain, il me dit ouais, je vais aller voir. Ok. On continue. On continue en roulant la commune à côté. Sous un mur là, à Uscla, le chien de nouveau ferme. Dans les maisons. J'appelle le collègue là-bas, je dis oh, t'as les cochons dans le village, ils sont là, au ferme. Mais c'est pas possible, il n'y a rien là-bas. Et bien le soir, ils m'ont appelé. Thomas Combezou était le premier endroit, il y en avait 7 ou 8, il Dieu 2 ou 3. Et les autres qui étaient là-bas, il y en avait 7 ou 8, Dieu 2 ou 3. En roulant à 50 km/h, vous avez les sangliers. Là. Je distribue les équipes, tu sais, ça c'est l'effet marquant terrible. Et il y a une autre anecdote, récente d'ailleurs. Il y a 3 semaines de ça, on a laissé le sanglier, on l'a chassé à bloc, on le manque au départ, ce sanglier s'en va, il saute sur la commune à côté, on va à une route pour arrêter les chiens n'arrivent jamais. On revient, les chiens tombent au même endroit. Et en fait, le sanglier, dans le trajet debout, il tombe dans un puits. Et il est tombé dans un puits, il était prisonnier dans le puits, dans l'eau, et tous les chiens autour du puits, et là, évidemment, la menace était, il a fallu qu'on y aille, on a sorti les chiens, il a fallu remonter le sanglier du puits, et puis voilà. C'est une chute anecdote, ça.